Je t'aime. De tout mon être. Au début des années 2000, la quête du prince charmant a pris une tournure inattendue. Tadam, The Bachelor. C'était un conte de fées romantique. C'est facile d'être amoureux, parce qu'ils arrangent un rendez-vous parfait dans un décor parfait. Un conte où la rivalité l'emportait sur l'amour. Il était facile de manipuler les filles. Je te le demande, viens passer la nuit avec moi. C'était une guerre des roses avec des épines On veut des corps sans herpès. qui s'est transformée en tragédie moderne. Si tu n'es pas forte psychologiquement, ça peut te détruire. Les critiques l'ont poussé à bout. Si tu ne veux pas passer à l'écran, alors ne passe pas à l'écran. En 2002, l'émission de télé-réalité qui allait battre des records de longévité, The Bachelor, est née. Elle avait tout pour plaire. De la romance et des roses, Tu veux plus? des conflits et des disputes, C'est totalement artificiel. des espoirs et des chagrins. L'émission était un phénomène mondial, avec des versions adaptées partout, de la Grande-Bretagne au Vietnam, en passant par l'Australie et l'Afrique. Certaines... Oui, j'accepte. La série était une création du producteur de télévision Mike Fleiss, qui avait également produit une émission sur les fusillades policières en 1997. Ceci n'est pas un film. Toutes les scènes sont réelles. Je ne sais pas si c'est de la vulgarité, de la télévision poubelle ou autre chose, mais les gens me reprochent rarement d'être trop subtil. Mike Fleiss est un sacré personnage. C'était un anticonformiste. Il se présentait au bureau en t-shirt et en sandales. Vous voyez le genre? Il était farfelu et décontracté. Vous n'auriez jamais deviné qu'il était un directeur de chaîne. Encore moins le créateur de The Bachelor. Je m'appelle Marky Costello. Dans les années 2000, j'ai sélectionné les candidats de l'émission de télé-réalité la plus prolifique de l'histoire de la télévision, The Bachelor. Mike était parfois effrayant. Effrayant dans le sens de surdoué. Mike est le cousin au 2e degré de la célèbre entremetteuse Heidi Fleiss. Que plaidez-vous? Non coupable. Elle a été accusée de proxénétisme au début des années 1990. À certains endroits, c'est légal, à d'autres, non. Vous pouvez dire que c'est de la prostitution, mais peut-être que ces femmes veulent marier ces hommes. Les voici, nos 50 jolies candidates. L'explication d'Heidi a peut-être inspiré le concept imaginé par Mike 10 ans plus tard, une émission de télé-réalité qui se concluait par un mariage entre deux étrangers. Ça va être le mariage le plus regardé depuis Charles et Diana. Participante numéro 40. Le spectacle des 50 candidates qui cherchent à mettre le grappin sur Rick Rockwell, un riche inconnu, est si obscène qu'il provoque la controverse avant même d'être diffusé. Ce concept vous paraît logique? Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait remettre le concept en question. Le 15 février 2001, l'animateur Mark Thompson a présenté l'audacieuse émission. 50 femmes de partout dans le monde se sont réunies au Hilton de Las Vegas dans l'espoir d'épouser notre mystérieux millionnaire. Plus de 22 millions de téléspectateurs ont écouté l'émission. Deuxième demi-finaliste de Thousand Oaks en Californie, Darva Conger. C'était incroyable. L'émission a attiré plus de gens qu'un film de Marvel. Darva, veux-tu m'épouser? Oui. Mais le spectacle n'était pas terminé. Peu de temps après avoir accepté, la nouvelle Madame Rockwell a clamé son refus. En réalité, Darva a voulu annuler immédiatement après. Ensuite, l'ex-petite amie de Rockwell a avoué avoir demandé une ordonnance de protection contre lui à la suite d'une agression. Accusation qu'il conteste, mais Darva a réussi à obtenir l'annulation du mariage. Les négociations sont en cours. Fox a reproché à Mike Fleiss de ne pas avoir vérifié les antécédents de Rockwell. Toutefois, ABC n'a vu que les immenses codes d'écoute de l'émission et a embauché Mike Fleiss
pour créer une version modifiée appelée The Bachelor. Quand on a lancé la première saison de The Bachelor, on avait tous l'espoir que deux personnes pouvaient se rencontrer à l'émission et devenir amoureux. Je m'appelle Jason Carbone. Durant les années 2000, j'ai participé à l'émission de rencontre la plus populaire de l'histoire de la télévision. Jason a été choisi pour réaliser The Bachelor. Pour seconder Mike Fleiss, il a fait appel à Lisa Levinson. Lisa Levinson est une productrice extrêmement douée. Son style de production a d'ailleurs inspiré la création d'un personnage principal dans l'émission Unreal. Oh, Mary. Sad, dried up, single mother Mary. Une série télévisée qui montre les coulisses d'une émission de télé-réalité comme The Bachelor, dirigée par une productrice amorale. All right, everyone, get me some bitch interviews now. On a plusieurs stratégies pour faire pleurer une fille devant les caméras. Tout le monde a ses trucs. J'ai appris les miens auprès de Lisa Levinson. Il faut apprendre à appuyer sur les bons boutons. Son père l'a abandonnée quand elle avait 8 ans, ou son fiancé l'a quittée le jour du mariage. C'est la règle à The Bachelor. Il faut pleurer. Si vous ne pleurez pas, on va trouver un moyen de vous éliminer et de vous faire pleurer parce que vous n'avez pas été choisi. Alors, vaut mieux pleurer. Je m'appelle Michael Carroll. Dans les années 2000, j'étais le producteur vedette de The Bachelor. Mais avant de produire la première saison, Mike Fleiss devait trouver un vrai prince charmant. Un prince qui respectait la longue liste des exigences de ABC. J'ai été mannequin. Il devait être séduisant, il devait être intelligent, il devait être instruit. En fait, il devait être le célibataire parfait, l'athlète, le héros, l'homme qui ferait tomber toutes les femmes. À la fin de la saison, cet homme devait être prêt à s'agenouiller pour faire une demande en mariage. Je cherche la perle rare. En d'autres mots, on cherchait le célibataire le plus convoité des États-Unis. Mais il ne recevait que des vidéos douteuses. J'ai un lapin. En fait, toutes ces belles femmes sont à la recherche d'un homme comme moi. Un homme nous a même envoyé une photo de son pénis avant que les photos de pénis ne deviennent virales. Non, mais les bizarreries qu'on a reçues. L'équipe de Costello a sélectionné les meilleurs parmi les pires candidats pour approbation. Sous chaque photo, on rédigeait une courte biographie. Par exemple, cet homme est originaire de la Nouvelle-Angleterre. Sa famille possède une entreprise de beurre baraté. Sa fortune est estimée à 300 millions de dollars. Il a un yacht et ainsi de suite. En raison du fiasco de l'émission Who Wants to Marry a Multimillionaire, le célibataire devait aussi être un exemple de sagesse. Tous les candidats devaient subir une évaluation psychologique et une vérification des antécédents réalisés par des gens qui avaient travaillé pour le FBI. En plus du redoutable examen médical. Je me souviens de cet homme charmant que toute l'équipe adorait. Je ne peux pas dire son nom, mais nous l'avons éliminé pour cause d'herpès. Quelle déception! Finalement, un de nos amis chargés de la distribution de Survivor nous a envoyé une cassette. Il avait trouvé le candidat parfait pour nous. Notre premier célibataire, Alex Michel, était en réalité un participant refusé à Survivor. En théorie, le réseau adorait Alex Michel, un célibataire de 31 ans qui était diplômé des universités Harvard et Stanford. Ils étaient ravis de son curriculum, mais il devait perdre quelques kilos, faire blanchir ses dents et ainsi de suite. Donc, je l'ai installé à l'hôtel, je lui ai fourni un entraîneur personnel, j'ai planifié son régime alimentaire, je l'ai envoyé chez le dentiste pour se faire blanchir les dents. Tadam! Voici The Bachelor. Bonjour, Alex. Bonjour. Comment ça va? Et ensuite, on a choisi les femmes. Des femmes de partout au pays envoient leurs démos. Mike Fleiss aimait les belles femmes blondes. Alors, on était à la recherche de femmes intelligentes, belles, instruites, belles, belles et encore belles. La production ne voulait pas de femmes obèses, hideuses ou avec des boutons.
Elle voulait des femmes physiquement attirantes. Mais pour l'animation, Fleiss voulait un inconnu plutôt ordinaire. Surtout pas une célébrité. L'animateur n'était pas la vedette de l'émission. Il devait passer inaperçu. Ils ont trouvé la personne qu'ils cherchaient dans un jeu télévisé tourné dans un centre commercial du Minnesota. Bienvenue à l'émission Mall Masters. Chris Harrison. J'ai dû apprendre la nouvelle à Chris Harrison. L'émission mettait en vedette un homme et des femmes. Des femmes interrogées sur tous les détails de leur vie privée. Vous avez déjà posé nu? Ce n'est pas un problème, mais il faut tout savoir. J'ai posé pour Playboy. Playboy? Sur un grand tableau, on a affiché les photos et les résumés des candidates. Par exemple, elle vient de vivre une rupture. Elle a été soignée pour anorexie, elle a été demoiselle d'honneur 15 fois, mais ne s'est jamais mariée. Elle va baiser le premier soir. Vous voyez le genre? Elle est vierge, elle ne va jamais coucher avec lui. C'est la vérité. Il voulait savoir tout ce qui risquait d'arriver avec toutes ces filles. Les producteurs ont pris ces renseignements et les ont brandis comme des armes. On soulevait ces questions qui n'avaient pas besoin d'être soulevées et on les détruisait psychologiquement. Tout cela dans le but de provoquer un effondrement émotionnel nécessaire à la série. Ils m'ont dit, ton père a eu une aventure et ta meilleure amie s'est suicidée. Au fil du temps, les émissions de rencontres ont souvent été les chouchous de la télévision. Accueillons-la maintenant. Au début des années 1960, on a même vu des candidats devenir des célébrités comme Farrah Fawcett, Monsieur Univers. Arnold Schwarzenegger, Suzanne Somers ou encore le pire candidat de tous les temps, un tueur en série qui prétendait être photographe. Rodney Alcala. J'ai un doctorat en psychologie. Je suis avocate. Presque 40 ans plus tard, 12 mois ont été nécessaires pour préparer le premier épisode de ce qui allait devenir l'émission de rencontre la plus populaire de la télévision. Je devrais m'inscrire? Ouais. Vous avez de l'herpès? Non, pas d'herpès. Je viens de passer l'examen. L'absence d'ITS était importante, parce que l'émission misait sur l'amour et le mariage, et son producteur délégué rebelle Mike Fleiss voulait une demande en mariage au dernier épisode. Alex, vous êtes prêt? Plus que jamais. La partie facile, c'est la rencontre de 25 femmes. La formule de l'émission était absolument fascinante. Toutes ces femmes qui rivalisaient pour un seul homme. Un seul type, non? Chaque semaine, le célibataire Alex Michel allait offrir une rose aux femmes qui l'intéressaient et renvoyer les autres chez elles. Mais le premier soir, alors que l'espoir nourrit l'âme, les 25 femmes attendaient dans une limousine où on leur servait de l'alcool pendant qu'on préparait le plateau de tournage. Elles buvaient du champagne jusqu'à l'ivresse, mais il n'y avait pas de salle de bain à proximité. Imaginez toutes ces belles filles dans leur robe de soirée qui devaient sortir de la limousine pour faire pipi au bord de la route. Formidable. Pourquoi on n'avait rien prévu? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est arrivé. L'alcool n'était pas réservé à la limousine. Elle coulait à flot dans la régie de production. Il y avait un immense mur d'écran. Les producteurs Mike Fleiss et Lisa Levinson et le réalisateur Jason Carbone étaient assis devant ce mur. Sur la table, il y avait une bouteille de tequila. Ils prenaient des shooters et buvaient de la bière. Si un producteur entrait dans la régie, Mike Fleiss s'écriait « Veux-tu une bière? Serre-toi, relax !» En ce qui concerne Mike Fleiss, il savait exactement ce qu'il voulait. Et il n'avait pas le moindre scrupule à le demander. Et Fleiss voulait que ses deux préférés reçoivent une rose. Amanda, une jolie blonde aux gros seins, et Trista. Mike adorait Trista. Alex voyait les choses différemment. J'ai certainement mes préférés. Cathy et Kim, elles sont géniales. Même si Amanda et Trista n'étaient pas les premiers choix d'Alex, ce n'était pas lui qui tirait les ficelles. Amanda. Chaque cérémonie de la rose entraînait un conflit entre Mike Fleiss, Lisa Levinson et la direction d'ABC Trista. sur le choix des candidates qui allaient obtenir une rose et celles qui allaient être éliminées. Chaque cérémonie. Mais ils s'entendaient sur un critère.
Le choix devait paraître inclusif. Lanisse, Si vous observez les participantes, il y avait une femme noire, Lanisse. acceptes-tu cette rose? Volontiers. Exact, une femme sur 25. Pourquoi n'y avait-il pas plus de diversité? Je n'ai pas de réponse. Pour ce qui est de notre mandat, la diversité n'était pas importante. Le 25 mars 2002, The Bachelor a été diffusé pour la première fois à ABC. Les critiques ont démoli l'émission avec des mots comme dégradant, désolant, déprimant, endormant et abrutissant. Quand je le regarde, mon estomac se contracte. Amanda est ton amour! La vérité, c'était que... Fondamentalement, le célibataire était plutôt méchant. Celles qui n'ont pas reçu de rose, prenez le temps de faire vos adieux. 24 femmes allaient avoir le cœur brisé. Mais si tu ne veux pas passer à l'écran, alors ne passe pas à l'écran. J'avais cet espoir fou qu'un homme allait enfin me voir. Les téléspectateurs semblaient raffoler des cœurs brisés, Une seule grande inspiration. puisque 9 900 000 personnes ont écouté le premier épisode de The Bachelor. À cette époque, j'avais réalisé suffisamment d'émissions de télé-réalité pour savoir si c'était bon ou non. Et au moment du tournage, j'ai compris que c'était de l'or. Surtout parce que la formule ressassait les vieux clichés, dont une virée dans les boutiques de Rodeo Drive, Aujourd'hui, la boutique vous appartient. ou ce que les producteurs appelaient le scénario « Jolie femme ». C'était un fantasme façon Julia Roberts. Et on a choisi d'oublier qu'elle était une prostituée. Il y a eu la promenade en gondole avec Lanisse et la scène de la jalousie captée à l'occasion d'une sortie de groupe. Ok. Je t'écrase? Non, tu es légère comme une plume. Les tensions et les codes d'écoute ont grimpé jusqu'à l'épisode final où Alex, sans surprise, a fini par choisir entre les deux candidates préférées de Mike Fleiss, Amanda et Trista. Je souffre de devoir te quitter. Je suis vraiment désolé. J'ai été stupéfaite qu'il préfère Amanda à Trista. Mais ça montre que les gros seins l'emportent toujours sur les petits seins. Mais le véritable gagnant était ABC. Le dernier épisode a attiré 2 fois plus d'écoutes que le premier, soit plus de 18 millions de téléspectateurs. Bon sang! Je n'avais jamais, au grand jamais, imaginé un succès aussi grand. Je vais m'y accrocher. Surtout si on tient compte qu'Alex Michel a gâché la finale rêvée en évitant de demander Amanda en mariage. Avant de prononcer nos vœux, je veux m'assurer qu'on éprouve les mêmes sentiments l'un pour l'autre, loin de l'univers fantastique des manoirs et des limousines. Bien sûr. Oui. Après l'émission, Alex et Amanda ont foulé les tapis rouges, mais ils ont rompu lorsqu'Amanda a découvert qu'Alex voyait toujours Trista. N'empêche, The Bachelor et ABC formaient un couple parfait et ils ont commencé la distribution pour la 2e saison. Il est question d'un célibataire, mais les vedettes sont les femmes. Alors il est important de bien choisir nos 25 prétendantes. Et les producteurs avaient trouvé la formule. Choisir le stéréotype. On voulait des filles canons, des traînées, Tu as laissé tes petites culottes dans la limousine? des écervelés dont on pouvait se moquer. Bob, c'est mon homme. Souhaitons qu'il s'en rende compte. Bonne chance! Et ils cherchaient la fille qui sait s'amuser et qui n'hésite pas à s'exhiber. Disons qu'ils ont choisi une fille de 23 ans pour une raison. À l'époque, j'avais de beaux seins et de belles fesses. Pourquoi ne pas les montrer? Je m'appelle Kelly Jo Higgins et j'ai participé à la 4e saison de The Bachelor. L'ardeur de Kelly pour le célibataire Bob Guiney était enflammée par 2 producteurs qui l'ont poussé à obtenir le premier baiser. Ils m'ont expliqué le scénario. J'allais attirer Bob au bord de la piscine, sous prétexte d'une conversation, puis j'allais le séduire. Tu vas m'embrasser? Bien sûr, c'est la tradition. Super. Merci. Mais suivre les conseils des producteurs a fait de Kelly la cible d'un blogueur intransigeant appelé Reality Steve.
parce que Kelly Jo rime avec Ho, qui signifie prostituée, il m'a affublée de ce surnom. Seulement après un baiser. Dieu merci, je n'avais pas couché avec lui. Mais on pouvait hériter de pires surnoms à cette émission. Oh, être la vilaine dans l'histoire. Je m'appelle Trish Snyder et j'ai participé à la 5e saison. Cette saison mettait en vedette Jesse Palmer, le quart arrière remplaçant des Giants de New York, qui avait une chance de faire une passe. En 2004, j'étais la première méchante de la distribution. Mannequin professionnel, Trish a contrarié les autres femmes dès son arrivée. Le fameux chandail croqueuse de diamants. Les filles ne pouvaient pas croire que je portais ce chandail. Mais ce n'était que mon sens de l'humour. Elles étaient formidables et extrêmement faciles à diriger. Par facile à diriger, j'entends qu'il était facile de les manipuler pour leur faire dire n'importe quoi. En cas d'échec, les producteurs employaient un bon vieux truc, l'alcool. J'ai bu quelques verres sans avoir mangé. Et l'alcool m'a monté à la tête. Je suis persuadée qu'ils ont incité les concurrentes à s'enivrer. C'est comme un sérum de vérité dans une émission de télé-réalité. Bien sûr que l'alcool joue un rôle pour que les gens soient plus à l'aise devant la caméra ou pour s'exprimer plus librement. L'alcool jouait aussi un rôle sur les décisions en coulisses. Comme producteur, j'étais obligé de boire. Quand je n'avais pas un verre dans les mains, Mike Fleiss se fâchait parce qu'il disait que je ne m'amusais pas autant que les participants. Quand on boit sur le lieu de travail tous les jours, tous les mois, tous les ans, on peut conclure qu'on est un alcoolique. J'ai bu énormément, mais quelques années plus tard, j'ai renoncé à l'alcool parce que je ne pouvais plus vivre normalement. Si ton travail est de boire, ça pose un problème. Il était forcément angoissant de ne pas satisfaire les attentes de Mike Fleiss, même pour le prince charmant. J'ai été le pire célibataire de la série, parce que je n'étais pas à l'aise. J'étais terrifié, mais j'ai accepté. Et c'est devenu encore plus terrifiant. Au début des années 2000, Jennifer Aniston arborait une bague de fiançailles d'un demi-million de dollars conçue par son futur ex-mari, Brad Pitt. Pour les jeunes filles envieuses de partout au pays, The Bachelor leur offrait la chance de pimenter leur vie. Il est l'homme dont j'ai toujours rêvé. Je suis en train de tomber éperdument amoureuse de lui. Je suis folle de lui. Ce qui est facile quand les producteurs vous emmènent survoler les glaciers d'Alaska. Kelly Jo. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Ouais. Ou naviguer sur un yacht privé. Ou magasiner un diamant de 2 carats. Essayez-la. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle est superbe. C'est facile d'être amoureux, parce qu'ils arrangent un rendez-vous parfait dans un décor parfait. On créait un vrai conte de fées et elle se disait « Waouh, ma vie pourrait ressembler à ça tous les jours. » C'était la stratégie adoptée par les producteurs. Ils l'appelaient la bulle. L'équipe de production, c'est ce qu'elle fait. La conception d'une bulle commence avant le tournage. Les télévisions et les téléphones sont retirés des chambres des participants. Et une fois enregistrés à l'hôtel, les clés sont confisquées. On n'était pas autorisés à sortir de nos chambres. Ils ne voulaient pas qu'on se parle, ni même qu'on se voie. On fouillait tous les bagages des participants et on retirait tout ce qui était néfaste, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, drogue, magazines, livres. Pas de télévision, de bulletins de nouvelles, de musique. Il n'y avait rien. Rien. Pas même un crayon pour écrire. Ils ne peuvent rien faire. On ne peut même pas téléphoner à sa mère. Ainsi, les femmes choisies le premier soir s'installaient dans la villa sans la moindre distraction. Mesdames, si vous voulez bien me rejoindre au salon. Mais même dans une bulle, elles n'étaient jamais seules. Il y avait toujours une caméra qui nous filmait. Tu t'es fiancé? Nos équipes travaillaient 24 heures par jour. Il y avait toujours une personne présente dans la villa des demoiselles.
Cette surveillance constante a alimenté les rivalités. On connaît nos rivales. Et à partir de là, on peut deviner qui il va choisir. Tu sembles si sûr de toi. Ouais! Et capté l'attention du public. Il n'y a qu'un seul thème, un seul sujet à aborder, le célibataire. À l'infini, comme une figurine à tête branlante. Je me sens comme si j'éprouve cela. C'était extrêmement répétitif. Je veux qu'il devienne mon mari. La bulle créait un état psychologique parfait pour l'idolâtrie. Plus je le vois, plus je l'aime. Au fil du temps, il a totalement changé ma perception des hommes. Vraiment? Parce qu'il est drôle. Soudain, elle ressentait l'envie de se battre pour lui. Il crée une ambiance surréelle. Chaque jour, chaque rencontre, chaque entrevue est arrangée pour soulever des émotions. C'est bien ou c'est mal? C'est bien pour le divertissement, mais pour l'aspect psychologique ou sociologique, j'en doute. Quoi qu'il en soit, la bulle a eu raison de Kelly Joe. Je ne serais pas amoureuse de toi si je ne sentais pas que c'est réciproque. Et c'est délicieux. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que Bob allait me choisir. C'était réel. Je sentais que j'étais amoureuse de lui. Mais au dernier épisode, la bulle a éclaté. Je doute qu'on soit fait l'un pour l'autre. Tu comprends? Non, pas du tout. Bob a rompu avec Kelly Joe. Je suis tellement triste. J'ai le cœur brisé. Et il a offert à Estella, la dernière candidate, une bague de promesse. Une bague à la main droite et le symbole d'une promesse. Une promesse? J'aurais dit, voyons, c'est une blague. Quoique c'était une bague Harry Winston, alors je l'aurais acceptée. Mais au cours de la saison suivante, c'est au tour du producteur délégué Mike Fleiss d'être vivement contrarié par le célibataire Jesse lorsqu'il a refusé d'offrir une rose à la préférée du public, Trish. Mike m'a ordonné de trouver un moyen de la garder à l'émission parce qu'elle était le meilleur élément de la distribution. Je lui ai demandé comment c'était possible, puisqu'elle venait d'être éliminée. Il m'a dit de trouver une idée. Heureusement pour Jason, Trish voulait également rester. Je leur ai seulement demandé une chance de discuter avec lui. Mais une simple conversation avec Jesse ne convenait pas au producteur. Il voulait une scène plus croustillante. À cette étape, ils m'ont donné la clé de la chambre avec une condition. En échange de la clé, je devais leur offrir quelque chose. Ils ont laissé Trish revenir après son élimination, à condition qu'elle demande à Jesse de passer la nuit avec elle. On voulait une scène de télévision mémorable, et on l'a eue. Je te le demande. Viens passer la nuit avec moi. Passons quelques heures ensemble. Ne dis rien. Voici ma clé. Tout le monde était scandalisé. Elle lui a donné sa clé? Oh mon Dieu! C'était arrangé. Je ne lui aurais pas donné. Mais les producteurs m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Une clé en échange d'un scandale. Grâce à elle, j'ai réussi à donner à Mike ce qu'il réclamait. Et ce qui, en plus, garantit un emploi pour Jason. En tant que producteur de The Bachelor, si on parvenait à faire pleurer une concurrente ou à provoquer un drame, on pouvait rester dans l'équipe. Et c'est ce qu'on faisait. Feindre l'empathie, puis attaquer. On leur disait, c'était ta chance. On t'avait choisi. Toute l'équipe avait confiance en toi. Le public aussi. Tu es déçu, mais la production est déçue aussi. Je suis triste. J'ai le cœur brisé. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne vais pas m'en remettre. Et le manque de confiance se manifestait. Je ne suis pas assez belle, je ne vaux rien, je ne suis pas assez intéressante, je ne vais jamais trouver un partenaire. Et ainsi de suite. C'était horrible. Mais efficace, selon l'ancienne participante Kim Sullivan, qui avait ce commentaire à faire au sujet de sa dernière entrevue. Enfin, ils m'ont dit, ton père a eu une aventure et ta meilleure amie s'est suicidée. Alors, ce n'est qu'une déception à ajouter à ta liste.
Cette expression est éloquente. Si pleurer à l'écran ne dure qu'un instant, participer à The Bachelor peut entraîner des conséquences durables. Professionnellement, il m'a fallu environ 1 an pour me relever. Mes clients refusaient de m'accorder des contrats parce que mon visage était trop connu, trop familier. Ils disaient qu'ils m'aimaient, mais qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher. Un enjeu financier pour Trish, qui, comme les autres femmes, n'était pas payée pour participer. Je pense que seul le célibataire ou le rôle principal reçoit une récompense financière, ce qui est plutôt injuste. Surtout que les femmes doivent prendre 6 semaines de congé et fournir leur propre garde-robe. Une valise de souliers. Je sais que les filles de ma saison n'étaient pas rémunérées. Je me souviens d'une candidate qui avait vendu sa voiture pour s'acheter des robes, ce qui m'avait scandalisé. Je m'appelle Lorenzo Borghesi. En 2000, j'ai été le célibataire de la 9e saison à Rome. La ville éternelle. Mon second foyer. Où le mot romance a été inventé. Quelques années après ma participation, un sondage a révélé que j'étais le pire bachelor. Et je l'accepte. Au départ, ABC avait sauté sur l'occasion de donner le rôle au prince Lorenzo Borghesi, parce qu'il est issu d'une famille royale. Ils savaient que j'étais un prince italien qui vivait à New York et que j'étais célibataire. Je savais qu'ils allaient exploiter ce filon. Ils l'ont fait. Et j'en ai payé le prix. ABC a payé aussi. Je pense que ma saison a totalement disparu. ABC l'a retirée. Mais quand j'accorde des entrevues, je dis toujours que j'accepte le titre du pire célibataire avec un sourire, puisque ça signifie que je suis incapable de mentir et de fréquenter 25 filles en même temps. Mais la 9e saison n'est pas la seule chose que ABC et les producteurs de The Bachelor cherchent à cacher. On m'a demandé si j'avais déjà fait l'expérience du sexe oral et anal. Mesdames, Jason, c'est la dernière rose. Je vous en prie. L'émission de la chaîne ABC est un immense succès. Des millions d'admirateurs forment fièrement la communauté du Bachelor. Mais elle fait aussi l'objet de parodies, y compris celle de David Spade sur le site Funny or Die. Waouh, il y a tant de désespoir ici que ça réduit la taille de mon zizi. Et SNL s'est moqué des hommes ternes et insignifiants choisis à l'émission. Je m'appelle Dan. Je suis originaire de Chicago ou de Denver ou peu importe. J'ai les yeux bleus, les cheveux bruns et un chandail gris. Mais ABC s'en lave les mains. Après 8 saisons, l'émission attirait encore 10 millions de téléspectateurs par semaine. Je me souviens que les filles parlaient toujours de cette émission, mais je ne l'avais jamais écoutée. J'ai peut-être regardé quelques minutes et j'ai détesté. Mais les flatteries des producteurs ont aidé. Ils m'ont expliqué que j'allais être le héros de l'émission. Et j'ai été séduit par cette idée. Ils m'ont persuadé que j'allais être la vedette, que c'était mon émission et qu'elle allait être diffusée sur une chaîne importante. Quand la production s'est installée en Italie où Lorenzo n'avait jamais vécu, la réalité l'a frappé de plein fouet. On devait tourner une publicité pour la nouvelle saison. Je pensais qu'ils allaient me former, mais ils ne m'ont rien montré. Ils m'ont donné une rose et ils m'ont envoyé sur un plateau de tournage improvisé au cœur de Rome devant des milliers de personnes. Je devais marcher dans les rues avec cette rose pendant qu'une caméra sur rail me suivait. C'est l'une des choses les plus gênantes que j'ai jamais faites. Je viens d'une famille royale. Mais je suis revenu à Rome pour trouver une chose que la famille, la royauté et l'argent ne peuvent acheter. Je n'aimais pas les caméras. C'était malaisant. The Bachelor à Rome. J'ai regretté. J'ai voulu tout annuler. Si j'avais pu signer une décharge, je l'aurais fait. Je me savais condamné puisque j'avais accepté. Je n'avais pas le choix. Et le contrat signé pour participer à l'émission autorise les producteurs à transgresser vos droits à la vie privée, à exploiter votre détresse psychologique et à vous présenter sous de fausses impressions. J'ai eu l'impression de ne plus maîtriser ma vie. J'étais piégé parce que je ne pouvais plus faire ce que je voulais.
Mais les producteurs étaient libres d'utiliser tous ses propos et de les modifier à leur gré pour lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites. On n'avait qu'à trouver un moyen de modifier les paroles au montage, parce qu'on possédait chaque mot, peu importait l'ordre dans lequel ils étaient prononcés. La série dramatique Unreal a montré jusqu'où les producteurs étaient prêts à aller. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Il n'y a pas d'hypocrite. Aucune ne se fait traiter de menteuse. On a de la chance. Surtout moi. Hypocrite, menteuse. Chance. Toutes les femmes sont des menteuses, hypocrites. Surtout moi. On est vraiment doués. Tout à fait. C'était inacceptable. Au moins, donnez-moi une chance. On crée du contenu. On offre du divertissement. Au bout du compte, tout le monde sait dans quoi il s'embarque. Quand les épisodes étaient diffusés, ils devaient affronter la haine propagée par les téléspectateurs. Les gens peuvent être vraiment méchants. J'ai reçu des lettres et la majorité contenait des critiques négatives. On me disait que j'étais une honte pour ma famille, que je préférais les femmes souillées aux femmes vierges, que l'Église catholique devait être furieuse contre moi. Des mots durs. Espèce de sale conne. Après avoir ignoré le problème pendant des années, la production a tenté de mettre fin aux propos virulents en arborant franchement la question au cours d'une émission spéciale. Combien d'entre vous ont confronté la haine? Pas les jugements, la haine. C'est la totalité. Mais c'était trop peu et 18 ans trop tard pour Lenise, la seule femme noire de la première saison. Et j'ai vu les commentaires racistes qui circulaient en ligne, comme « Cette fille noire se prend pour qui? Il ne va jamais la choisir. » J'ai été abasourdie. L'intimidation était si virulente que Lenise s'est tournée vers la médication, puis a été hospitalisée. Mais elle a eu de la chance. Le décès tragique de l'ancienne candidate de The Bachelor, Gia Allemand, soulève des questions. Je t'aime. Veux-tu faire de moi un homme heureux? Après plus de 20 ans, on ne peut nier que The Bachelor est l'une des émissions de télé-réalité les plus écoutées de l'histoire de la télévision. Pourquoi un si grand succès? Parce qu'au fond, c'est une histoire d'amour. Et tout le monde veut être amoureux. Je t'aime de tout mon être. Veux-tu m'épouser? Oui, oui. Mais soyons réalistes. Les gens aiment les drames. Arrête de m'interrompre. Tu es l'être le plus narcissique que j'ai rencontré de ma vie. Les gens aiment les désastres. Plus que tout au monde, j'aurais souhaité que tu me laisses partir. Au lieu d'agir ainsi. Après tous ces bouleversements et ces fins malheureuses, le producteur délégué Mike Fleiss a obtenu ce qu'il espérait quand Sean Lowe a demandé Catherine Guidici en mariage. Veux-tu m'épouser? Oui. C'était la première fois que le célibataire épousait la femme qui avait reçu la dernière rose. Et il n'aura fallu que 17 saisons. Vous pouvez embrasser la mariée. Wow! Bravo à toi, Mike Fleiss. Bravo! Le succès phénoménal de l'émission a encouragé la chaîne ABC à produire des séries dérivées comme The Bachelorette, Bachelor Pad, Bachelor in Paradise et plusieurs autres. Et en comparaison, l'original est un divertissement familial. Attachez vos noix de coco. C'est une dévergondée. Dans Bachelor Pad, l'intimidation est monnaie courante, comme lorsque les hommes doivent lancer de la peinture à la femme la moins séduisante. Erica a subi une raclée. Tu es belle et précieuse. Tu le sais, non? Mais il y a eu des problèmes au paradis lorsque 2 producteurs ont déposé une plainte officielle relativement à une participante trop ivre pour consentir à une relation sexuelle. Mario Jackson a été accusé d'avoir agressé sexuellement Corinne Olympius durant le tournage. La production a été interrompue durant l'enquête. DeMario a finalement été acquitté. Au paradis, les filles! Mais pour la première fois à l'émission de télé-réalité, le bar n'était plus un bar ouvert. La distribution est de retour au Mexique pour le tournage de la nouvelle saison.
Mais il y a des règles. Selon la rumeur, la limite serait fixée à 2 verres par heure. À l'émission The Bachelorette, l'ancienne productrice de segment Becky Steenhoek a accusé 5 producteurs de l'avoir harcelée sur le plateau. On m'a demandé si j'avais déjà fait l'expérience du sexe oral et anal. Ou encore comment je m'épilais. Pendant que les critiques accusaient les franchises de The Bachelor d'être moralement en faillite, l'émission avait enrichi bien des gens, y compris le créateur Mike Fleiss. Ce que j'ai préféré dans la distribution des rôles de The Bachelor, c'est de pouvoir acheter ma maison Palisades. Mais des membres de la distribution ont payé un prix élevé pour leur participation. Le décès tragique de l'ancienne candidate de The Bachelor, Gia Allemond, soulève des questions. Sont décédés par suicide Gia Allemond, Julian Hogg et Lex McAllister, dont les amis et collègues ont blâmé l'émission. Comment le rejet du Bachelor sur une chaîne nationale a-t-il détérioré son état émotionnel? Elle acceptait mal les critiques, mais elle le cachait bien. Si je devais tenter une explication, je dirais que les critiques sévères du public l'ont poussée à bout. Même si certains candidats avaient des problèmes de santé mentale avant de participer à l'émission, le fait d'être endoctriné, manipulé, dénigré, rejeté et ridiculisé par les internautes fait inévitablement des ravages. Si tu n'es pas forte, psychologiquement, ça peut te détruire. Comment les gens peuvent-ils accepter ces insultes et penser que c'est normal? Certains refusent. L'ancienne candidate Caitlin Bristow a déclaré que Mike Fleiss détestait les femmes. Une accusation portée avant que les caméras de sécurité ne montrent Fleiss en train de violenter sa femme. Laura affirme que l'agression est survenue alors que son mari exigeait un avortement. Elle est enceinte de 10 semaines de leur 2e enfant. Fleiss a nié l'accusation, mais il a versé 10 millions de dollars à sa femme. Puis elle a retiré sa plainte et ils se sont réconciliés. Pendant ce temps, The Bachelor semble plus prospère que jamais. C'est une évasion. Je peux échapper à mon quotidien et partager pendant un instant la vie de ces jeunes intrigantes. Ça ressemble aux fanatiques d'une secte. Il y a des gens qui se vantent d'avoir écouté chaque épisode de chaque saison. C'est impressionnant! Je ne la regarde plus, et ce, depuis très longtemps. Après d'innombrables poursuites, scandales, pétitions et accusations de sexisme, le créateur de The Bachelor, Mike Fleiss, a choisi le dernier épisode de la 27e saison pour annoncer, apparemment sans réfléchir, qu'il se retirait. Mais il se trouve qu'il n'a pas pris la décision. Il a été écarté. Les studios Warner Brothers ont mené une enquête à la suite de plusieurs plaintes formulées contre Fleiss par des employés, incluant les producteurs et les membres de la production passée et présent. Les accusations non seulement d'intimidation, mais également de racisme ont rattrapé Mike Fleiss. Cela dit, la franchise de The Bachelor ne montre aucun signe de ralentissement ou de changement. Parfois, j'éprouve des remords dans mon rôle de producteur, parce qu'on brise les gens psychologiquement. Mais la saison suivante, je me surprends à m'en ficher totalement. Est-ce que je me sens tiraillé par The Bachelor? Pas vraiment. Cela étant dit, est-ce que je voudrais que ma fille participe à l'émission? Jamais de la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais laisser les téléspectateurs décider.